Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la CPI, la Cour pénale internationale, refuse d'accorder la liberté provisoire à Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien reste donc en détention à La Haye. En République démocratique du Congo, l'opposition se mobilise pour le lancement du dialogue inclusif. Ce lundi, elle est d'ailleurs descendue dans la rue pour manifester. Au Gabon, le paysage audiovisuel vient de se doter d'une nouvelle chaîne, la première chaîne de télévision gabonaise à vocation panafricaine. Il s'agit de Canal 7. Mais tout d'abord, au Mozambique, la CNE, la Commission nationale électorale, a rejeté un appel de la Renamo, le principal parti d'opposition dans le pays, dénonçant les résultats des élections générales du 15 octobre pour raison de fraude. Un rejet qui s'explique, selon la CNE, par le non-respect par la Renamo du code électoral en matière de pourvoi en appel. Et pour rappel, les résultats ont donné la victoire au scrutin présidentiel au candidat du Frélimo, Philippe Nyusi, qui a obtenu 57% des voix, contre 37% pour le dirigeant de la Renamo, Afonso Dhlakama. Deux audiences distinctes dans l'affaire Laurent Gbagbo dans le cadre d'une conférence de mise en état ont démarré ce mardi. La première a traité des questions procédurales en vue de l'ouverture du procès, tandis que la deuxième s'inscrit dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé. Et sur ce point-là, la liberté provisoire a été refusée à Laurent Gbagbo, une décision que conteste la défense de l'ex-président ivoirien Aminata Diack. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda s'est opposée à la demande de mise en liberté provisoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Elle a évoqué la volonté de certains cadres du Front populaire ivoirien de faire de l'ancien chef de l'État le prochain président de leur parti pour justifier la nécessité de son maintien en détention à La Haye. Pour la procureure, les partisans de Laurent Gbagbo constituent un danger contre la procédure judiciaire engagée contre lui devant la CPI, un point de vue que réfute la défense de l'ex-président ivoirien. Le procureur n'a cessé de prétendre, depuis les débuts, que le président Gbagbo aurait disposé des moyens lui permettant de s'enfuir et de se cacher, et d'un réseau de proches suffisamment dévoués pour l'aider dans sa fuite. Il a été démontré que le président Gbagbo ne disposait d'aucune richesse cachée. Par exemple, les prétendus comptes cachés dont le procureur faisait grand cas il y a de cela 2 ans. Ces richesses considérables qui auraient permis au président Gbagbo de fuir n'existent pas. Quant au réseau, cette soi-disant structure qui serait organisée, hiérarchisée, qui disposerait de contingents armés à même de lancer des attaques en Côte d'Ivoire, elle n'existe pas non plus. Pour les représentants du bureau du procureur, cette menace semble bien réelle. Ils reprochent également à la défense de n'avoir fourni aucune preuve confirmant le contraire. La défense remet en cause l'existence de ce réseau de partisans. Mais les conclusions précédentes de la chambre préliminaire, qu'il en existe bien un. Et les éléments présentés à ce moment-là étayent ces conclusions. Et la défense ne présente aucun élément de preuve, quel qu'il soit, qui remettrait en cause la base sur laquelle cette conclusion avait été tirée. Le réseau ne s'est pas réduit d'aucune manière. Il n'y a donc pas de changement des circonstances ou d'éléments de preuve favorables à la position de la défense. Selon certaines sources, plus de 40 secrétaires fédéraux du FPI ont proposé lors d'une réunion à Mama, dans le centre-ouest du pays, la désignation de Laurent Gbagbo en tant que président du parti lors du prochain congrès et candidat pour la présidentielle de 2015. La procureure Fatou Bensouda soutient aussi que le parti a publiquement plaidé pour la libération de l'ancien président et qu'un comité chargé de la coordination des actions pour la libération du président Gbagbo a été créé, une influence politique que la CPI juge inappropriée sur le processus judiciaire en cours. Le parquet sud-africain, insatisfait du verdict d'homicide involontaire rendu contre Oscar Pistorius, a fait appel, et je cite, à la fois du verdict et de la sentence. Le parquet, qui pointe du doigt les contradictions de la juge Thokozile Masipa, estime que la condamnation à 5 ans de prison pour avoir tué son ex-compagne est beaucoup trop légère et inappropriée, d'autant plus que, toujours selon le parquet, le champion paralympique pourrait être libérable sous contrôle judiciaire au bout de 10 mois de détention.
En République démocratique du Congo, l'opposition s'organise pour l'ouverture du dialogue inclusif. Elle était dans la rue ce lundi pour dénoncer le retard de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Autre pomme de discorde entre l'opposition et le pouvoir, la volonté présumée de réforme constitutionnelle pour permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat présidentiel. Ibrahima Ndiaye. Dialogue inclusif et projet de révision constitutionnelle, deux pommes de discorde en République démocratique du Congo. L'opposition congolaise se mobilise pour le lancement du dialogue inclusif. Ce lundi, elle était dans la rue malgré l'interdiction de la manifestation pour dénoncer l'absence de volonté de la majorité présidentielle d'ouvrir le dialogue. Une manifestation réprimée par les forces de l'ordre selon l'opposition qui dénonce plusieurs arrestations. Autre pomme de discorde entre les partis d'opposition et le gouvernement, la volonté présumée de la majorité présidentielle de modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat, contrairement à l'article 220 de la Constitution, limitant le nombre de mandats à 2. L'opposition politique congolaise a toujours mené une opposition constructive et non destructive, comme ça se passe à l'est du pays. Nous demandons le dialogue national inclusif, comme l'exige l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous disons aussi non à la révision ou au changement de la Constitution en République démocratique du Congo. C'est tout ce que nous revendiquons. Et puis ce sont des manifestations pacifiques. Pacifiques, ce n'est pas violent. Mais nous étonnons du fait que le pouvoir en place, à chaque fois qu'on organise une manifestation, il y a toujours des policiers, il y a toujours des militaires, déjà très tôt le matin, pour essayer un peu de traquer les paisibles citoyens congolais. C'est ce qui est dommage. Du côté de la majorité présidentielle, l'heure n'est pas à la polémique, mais au travail pour améliorer le quotidien de la population. Si la question de la révision de la Constitution est une pomme de discorde entre l'opposition et la majorité, pour cette dernière, ce projet concerne uniquement les articles clés de la Constitution en rapport avec l'élection des députés provinciaux. Le projet de réforme constitutionnelle est bien connu. Il porte sur des articles qui n'ont pas été verrouillés par la Constitution. Nous nous demandons au nom de quel principe démocratique que l'opposition peut refuser à la majorité le pouvoir de faire quelque chose que la Constitution autorise. Considérons cela comme un abus. L'opposition s'exprime comme elle veut. Elle n'a qu'à le faire conformément au règlement qui existe dans la ville où elle veut s'exprimer, c'est tout. Elle se met en contact avec la police locale et puis elle fait son activité. Nous ne voyons pas où est le problème, mais seulement sur le fond, il n'y a aucune justification à ce qu'on interdise à la majorité de faire quelque chose que la Constitution autorise. Voilà tout. Donc là, on entre vraiment dans une sorte de délire. Deux échéances électorales importantes sont attendues en République démocratique du Congo. Les élections générales prévues en 2015 et la présidentielle fixée en fin 2016. Au Burkina Faso, alors que l'Union africaine a donné 15 jours aux forces armées pour rendre le pouvoir aux civils, faute de quoi elle imposerait des sanctions, l'opposition, quant à elle, a proposé un plan de sortie de crise et continue toujours les négociations avec l'armée et le colonel Issa Zida. Plus de détails avec Ibrahima Ndiaye. Au Burkina Faso, l'opposition propose un plan de sortie de crise. Le chef de file de l'opposition, Jeffirin Diabré, a présenté lundi soir à Ouagadougou un scénario de transition. Il prévoit d'abord que le Conseil constitutionnel s'autosaisisse afin de constater la vacance du pouvoir. Les sages devront, après ce premier acte, consulter les forces vives de la nation qui devront, après consultation, s'entendre sur les personnalités qui dirigeront la transition. La Constitution, qui est rétablie, l'article 43 qui a prévu la transition par la voix du président de l'Assemblée nationale devient caduque. Cela va permettre à la classe politique et à l'ensemble des composants de la société civile, y compris l'armée, de pouvoir aller vers une charte. Et cette charte-là, que le Conseil constitutionnel devrait pouvoir avaliser en donnant aux organes de transition toutes les qualités et toutes les compétences pour travailler à l'avènement donc des institutions et à pouvoir remettre la démocratie sur les rails. Mais en attendant, à ma connaissance, il n'y a pas une décision officielle du colonel Zida qui établit la Constitution. Donc nous sommes toujours dans les captations.
et peut-être dans les heures à venir, on sera plus situé. Les négociations se sont poursuivies toute la journée du lundi. Le colonel Isaac Zida s'est engagé devant le corps diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel. Au même moment, les émissaires de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation des Nations Unies étaient de retour à Ouagadougou après un voyage au Ghana auprès du président ghanéen John Dramani Mahama. Nous étions à Accra pour voir le président en exercice de la CEDEAO, John Mahama, pour faire le point, un briefing. Nous sommes revenus avec un message du président pour continuer les discussions avec toutes les parties prenantes, toujours dans la perspective de trouver une sortie de crise qui peut éviter les conséquences graves pour le pays. Rappelons que l'Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours à l'armée pour remettre le pouvoir aux civils. Sur le plan diplomatique, la médiation se poursuit. Le chef de l'État ghanéen, John Mahama Dramani, est président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est attendu ce mercredi à Ouagadougou. Dans le reste de l'actualité, le port commercial de Benghazi en Libye a été fermé ce mardi en raison d'affrontements entre l'armée libyenne et des combattants rebelles qui ont fait 13 victimes. Le port de Benghazi, point d'entrée essentiel pour le blé, le carburant et d'autres produits d'importation à destination de la partie est de la Libye, est donc en arrêt. Un nouveau coup dur pour l'économie nationale en déclin, nous vous le rappelons, depuis la révolution de 2011 qui a mené à la destitution de Mouammar Kadhafi. Au Gabon, le paysage audiovisuel s'agrandit puisqu'il compte désormais une nouvelle chaîne du nom de Canal 7. C'est la première chaîne de télévision gabonaise à vocation panafricaine à voir le jour dans ce pays. Découverte avec ce reportage de notre correspondant Douglas Toutou. Après 10 ans d'émission à Koulamoutou, chef-lieu de la province de Logoué-Lolo uniquement, la chaîne de télévision privée Canal 7 a décidé d'aller à la conquête de l'Afrique et du monde depuis septembre dernier. Avec sa nouvelle ligne éditoriale, la chaîne généraliste gabonaise à vocation didactique entend faire de la culture un de ses points forts. À l'heure où le paysage audiovisuel gabonais laisse à désirer avec des programmes qui tournent uniquement sur une communication étatique. Canal 7 a construit son projet éditorial sur 3 préceptes. D'une part, la transmission de la connaissance et du savoir à travers des émissions de débat, les tranches d'information pour entrer dans la bataille de l'information et faire entendre la voix de l'Afrique, et puis tout ce qui a trop de divertissement. Pour le moment, la chaîne n'est visible qu'au Gabon sur la fréquence 623.25 UHF. Les responsables peaufinent sa montée sur le câble dès le premier trimestre 2015. L'arrivée de K7 New Look s'inscrit dans la perspective du basculement des médias africains au numérique d'ici à juin 2015. K7 l'a bien compris, avec plus de 2 millions d'euros d'investissement en équipement, elle entend combler les manquements des médias locaux émettant à Libreville. Une motivation supplémentaire pour les jeunes journalistes. C'est assez passionnant. C'est un métier vraiment intéressant et j'entends vraiment faire carrière. Depuis le lancement de la nouvelle ligne de la chaîne, un accent particulier est mis sur l'information internationale. Objectif, créer la rupture avec ce qui se fait actuellement dans le paysage audiovisuel au Gabon. La chaîne entend s'inscrire sur les standards internationaux avec l'objectivité comme fondement. Nous sommes un média indépendant qui a des rédactions qui se veulent impartial. Avec un équipement de dernière génération et un personnel dynamique, Canal 7 ambitionne d'être le médium de référence en Afrique. Mais la question qui se pose est de savoir si ce média va réellement s'inscrire sur la durée. Merci d'avoir suivi ce journal. Il a été préparé par Ensemble de la rédaction. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.